Salut les nerds! On m'a posé quelques questions depuis ma dernière vidéo et une de celles que je vois le plus souvent c'est Mythic Game Master Emulator, ça a l'air vraiment cool, mais comment est-ce que ça fonctionne au juste? Je dois admettre que Mythic Game Master Emulator, c'est quelque chose qui est assez abstrait. On sait que tu peux le combiner à un jeu de rôle pour en faire un jeu de rôle solo, mais tu fais quoi, ça marche comment, ça mange quoi en hiver, et ainsi de suite. Donc cette vidéo-là a pour but d'expliquer vraiment comment ça fonctionne, Mythic Game Master Emulator 2e édition. On va vraiment voir qu'est-ce que tu fais avec, c'est quoi, comment tu l'utilises. Donc c'est vraiment un tuto pour Mythic Game Master Emulator. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, Mythic Game Master Emulator, c'est un système de règles qui permet de jouer à un jeu de rôle comme Donjons et Dragons, Call of Cthulhu, etc. sans maître de jeu. Donc l'émulateur vient un peu remplacer le maître de jeu. Je rappelle que le Mythic Game Master Emulator, c'est pas un programme sur un ordinateur, c'est un livre avec des règles. Je l'ai en espèce de format cartable dégueulasse ici là. Comme vous voyez, ça ressemble à n'importe quel manuel de jeu de rôle. On a du texte, on a des tables, on a des règlements qui nous expliquent comment on est censé l'utiliser. Dans cette vidéo, on va expliquer les 3 mécaniques principales du Mythic Game Master Emulator, soit les Faked Questions, les Random Events, ou les événements aléatoires, et les scènes. Une fois que vous avez compris ces 3 mécaniques-là, vous allez comprendre à peu près comment utiliser Mythic. Et pour ce faire, on va utiliser un exemple qu'on va créer pour illustrer comment utiliser ces mécaniques-là. Vu que la série Fallout est sortie il y a quelques temps et que c'était très populaire, j'ai décidé de faire un exemple qui allait se dérouler dans l'univers de Fallout. Donc, on va avoir un personnage, un protagoniste qui s'appelle Wayne the Brick Johnston, une espèce de dur à cuire avec un grand cœur qui règle tous ses problèmes en frappant les gens avec une brique. Et son objectif, c'est de trouver une pièce pour réparer la pompe à eau de sa communauté, sans quoi tout le monde va mourir de soif et c'est terrible. Là-dessus, on part! Si vous avez déjà joué à des jeux de rôle, vous savez peut-être que être joueur, c'est poser des questions. Dire des choses au maître de jeu comme « Est-ce que la porte est barrée? Est-ce qu'on entend quelque chose? Est-ce que le roi a l'air content de nous voir? » Bref, tu poses des questions et ça te permet d'interagir après ça avec le monde de la fiction. Les Fate Questions, c'est une mécanique qui te permet de poser une question au jeu. Donc toutes les questions que j'ai posées jusqu'à maintenant, est-ce que j'entends un bruit, est-ce que la porte est barrée, etc., ce sont des questions que tu peux poser et le Mythic Game Master Emulator va venir répondre à ces questions-là. Comment ça marche? Pour ça, on utilise quelque chose qui s'appelle la Fate Chart, donc la charte du destin. La Fate Chart, c'est un tableau avec des chiffres. Il y a aussi des niveaux de probabilité, si on veut. Donc, on a quelque chose qui est extrêmement probable, quelque chose qui est peu probable, quelque chose qui est neutre, 50-50, etc. Donc, quand on pose une question, on doit dire, bon, je suppose que c'est probable que la porte soit barrée, ou on se dit, ah, c'est pas très probable que la porte soit barrée. Il y a aussi une mécanique qui s'appelle le Chaos Factor, le facteur de chaos. Et le Chaos Factor va être influencé par d'autres aspects du jeu qu'on va expliquer plus tard. L'important avec le Chaos Factor, c'est qu'il faut retenir que c'est ça qui détermine où est-ce qu'on brasse sur la table. Une fois qu'on a assigné notre niveau de probabilité, par exemple si on dit « ce truc-là a beaucoup de chances d'arriver », on doit aussi regarder où est-ce qu'on se trouve sur la table en fonction de notre facteur de chaos. Plus le facteur de chaos est élevé, plus on a de chances d'obtenir une réponse qui est un « oui ». Ce que ça fait, c'est que plus la marde pogne, plus la marde a de chances de continuer à pogner. C'est censé amener les joueurs dans des situations qui deviennent de pire en pire ou dans lesquelles il y a des trucs de plus en plus incroyables qui arrivent, jusqu'à ce qu'éventuellement on arrive à un point où le problème est résolu et là la tension peut comme diminuer. C'est censé créer des arcs narratifs satisfaisants. Donc on pose une question, on lui assigne un niveau de probabilité, et ensuite de ça, on prend un dessin, on le brasse, et on regarde où est-ce qu'on a atterri sur la table. Si on obtient un chiffre qui est plus petit ou égal au chiffre au milieu, la réponse est un oui. S'il est plus grand, la réponse est un non. Si on obtient un chiffre qui est plus petit ou égal que le chiffre à gauche, c'est un oui extrême. Et si on obtient un chiffre qui est plus petit ou égal que le chiffre à droite, c'est un non extrême. Donc la mécanique de Fate Questions, on pose une question au jeu et on obtient une réponse qui est un oui ou un non. Je décide de faire commencer l'histoire alors que Wayne arrive à une halte routière après un long voyage dans le désert.
Le premier signe de civilisation qu'il va avoir vu depuis longtemps. Je décide que ça va être un genre de restaurant/auberge qui s'appelle Gargie's Pesto Bar et Grill, un diner qui se tient tout seul au milieu de nulle part. Alors que Wayne s'approche de l'enseigne néon très reconnaissable de l'endroit, je veux savoir s'il voit quelqu'un ou quelque chose ou si l'endroit, de l'extérieur, a l'air désert. Donc je vais demander à Mythic, est-ce qu'il y a des signes que l'endroit est occupé? Je détermine qu'un oui est très probable. S'il y a quelqu'un qui gère encore l'établissement, il a intérêt à ce que les voyageurs aient envie de se rendre chez lui. Je dis pas certain ou presque certain par contre. C'est Fallout. Les chances que quelque chose soit arrivé et que le diner soit maintenant abandonné sont assez non négligeables. Je tire un D100, donc un D10 pour les dizaines, un D10 pour les unités, et j'obtiens 19. C'est un oui. Si j'avais obtenu un 15 ou moins, ça aurait même été un oui extrême, donc on aurait eu de nombreux signes ou des signes très évidents que l'endroit est occupé. Mais là, avec un oui, on va y aller avec quelque chose d'assez standard. L'enseigne néon sur la porte dit ouvert, on a le petit jingle de Gargie's qui résonne depuis les haut-parleurs accrochés au toit. Bref, ça a l'air ouvert. Wayne va donc avancer vers le diner. Là, je veux savoir, quand il va rentrer dans le diner, est-ce que le restaurant est bondé ou pas? Là, je demande à Mythic, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres clients dans le restaurant? Et j'estime qu'il y a des chances de 50-50 qu'il y en ait beaucoup. Je brasse et j'obtiens un résultat de 5, donc c'est un oui extrême. Le restaurant est bondé, presque toutes les tables sont pleines, et ça va être très difficile pour Wayne de trouver de la place à l'intérieur. La deuxième mécanique, ce sont les événements aléatoires. Ça vient rajouter de l'imprévisibilité et du piquant dans une histoire qui pourrait être prévisible autrement. Quand on pose une question sur la Fate Chart, comme on l'a montré dans les exemples précédents, c'est possible qu'on obtienne des doubles, donc 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, etc. Si on obtient des doubles, et que c'est égal ou inférieur à notre Chaos Factor, il y a un événement aléatoire qui se déclenche. Pour déterminer qu'est-ce que l'événement aléatoire va être, on a une table dans le Mythic Game Master Emulator qu'on peut consulter et sur laquelle on va tirer des dés pour voir de quel type d'événement aléatoire il s'agit et ensuite de ça, interpréter les résultats, essayer de voir, de deviner qu'est-ce que ça pourrait être et s'arranger pour que ça arrive dans la fiction. Je veux savoir si la salle à manger pleine du Gargie's est sous contrôle ou s'il y a des tensions. Je vais demander à Mythic, est-ce que le restaurant bondé est sous contrôle et je décide que c'est probable et je tire les dés. J'obtiens un 44. C'est un oui avec un double 4 et 4 est plus petit que mon Chaos Factor qui est à 5 en ce moment, donc j'ai un événement aléatoire qui se déclenche. Je dois tirer un D100 et j'obtiens 20. Sur la table, ça donne nouveau PNJ. Ça veut dire que je dois introduire un nouveau personnage dans l'aventure. Ce serait trop évident que ce soit Gargie, le propriétaire du resto, parce qu'on s'attendait déjà à ce qu'il soit là. Donc, je vais décider que le nouveau PNJ que Wayne va croiser va être quelqu'un d'autre. Vu que je sais pas qui c'est, je vais décider de déterminer son identité au hasard. Dans Mythic, on a toutes sortes de tables qu'on peut utiliser pour faire ça. On a une table qui s'appelle Character Identity, Character Motivations, Character Personality. Donc, on va tirer les dés sur chacune de ces tables-là. La table Identité me dit combattant. La table Descriptif me dit confiant. Et la table Motivation me dit conflit. Ça a l'air d'être une bonne personne, ça? Vu que le Gargie's sert toutes sortes de personnages louches, je demande à Mythic si c'est un membre d'un gang local comme il y en a plein dans l'univers de Fallout. Mythic me dit que oui, donc je décide que ça va être un genre de dur à cuire qui s'appelle Croque-Mort. Croque-Mort va donc se tenir près du mur quand Wayne va rentrer, et avant qu'il aille plus loin dans le restaurant, il va l'arrêter. On va jouer une petite scène où Wayne lui explique qu'il est là pour trouver quelqu'un, qui saurait où il peut trouver une batterie pour une pompe à eau, rien de plus. Et là, Croque-Mort va peut-être l'énerver un peu pour le tester, mais en utilisant les mécaniques du jeu qu'on utilise avec un jet d'intimidation réussi, Wayne va réussir à tasser Croque-Mort pour pouvoir rentrer dans le Gargie's. Croque-Mort risque de s'en rappeler par contre, et c'est possible qu'on le revoie plus tard dans une autre scène. La mécanique de scène est assez simple. Quand on a l'impression que notre scène est terminée parce qu'on a fait le tour, parce qu'on change de décor, parce qu'il se passe quelque chose de nouveau, on décide de terminer la scène et on en démarre une nouvelle. Quand on change de scène, on se demande est-ce que notre personnage était en contrôle pendant la scène qu'on vient de faire. Si on a l'impression que notre personnage était très en contrôle, on peut baisser le facteur de chaos de 1, et si on a l'impression qu'il n'était pas en contrôle, on peut monter le facteur de chaos de 1.
Ensuite, on établit la scène attendue. La scène attendue, c'est la scène qu'on suppose qu'il va se passer normalement. C'est vraiment la scène la plus prévisible. Donc, une fois qu'on a établi c'est quoi notre scène attendue, on teste la scène attendue en brassant un des 10. Si on roule plus haut que notre Chaos Factor, la scène attendue se produit telle qu'on l'avait imaginé. Si on roule égal ou plus bas que le Chaos Factor et qu'on obtient un chiffre impair, la scène est altérée. Elle va être comme la scène attendue, mais il va y avoir un élément différent et important qui va être introduit. Si le chiffre est égal ou plus bas que le Chaos Factor et que c'est un chiffre pair, la scène va être interrompue, donc la scène attendue va carrément être remplacée par un événement aléatoire. Wayne a réussi à entrer dans le diner sans trop de problèmes après avoir tassé Croque-Mort. Il était pas mal en contrôle quand il l'a géré, donc on va baisser le Chaos Factor à 4. La scène attendue, c'est qu'il va aller voir Gargi, le propriétaire, pour lui demander s'il connaît quelqu'un dans la région qui pourrait lui vendre une batterie. Donc on va brasser notre D10 pour tester la scène attendue. On obtient un 10. C'est plus haut que le Chaos Factor, donc la scène va se passer comme on l'avait prévu. Wayne va aller trouver Gargi au comptoir, il va pouvoir lui poser des questions en 2 bouchées de coquerelles géantes rôties au pesto, et il va se passer ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va apprendre? On va pouvoir demander à Mythic pour trouver ces réponses-là. Si on avait obtenu un 3, on aurait été impair et en dessous de notre facteur de chaos, donc la scène aurait été altérée. Wayne aurait pu se rendre au comptoir, par exemple, et apprendre que Gargi est pas en service. Comment ça se fait? Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est un nouveau propriétaire qui a pris le contrôle du resto? Est-ce que c'est un robot qui est derrière le comptoir? On va, encore une fois, pouvoir demander à Mythic avec des questions. Et si on avait obtenu un 2, on aurait été pair et en dessous de notre facteur de chaos. Donc la scène aurait été interrompue par un événement aléatoire. Il peut se passer pas mal n'importe quoi selon le résultat qu'on va obtenir en brassant sur la table pour générer l'événement. Est-ce qu'une bagarre entre 2 tablés va éclater dans le resto? Est-ce que Croque-Mort va revenir vers Wayne avec ses amis bandits avant même qu'il ait le temps d'aller s'asseoir? Est-ce que Wayne va carrément voir un marchand de batterie qui savoure un bon vieux Nuka-Cola froid au bar? Tout dépend de ce qu'on obtient sur notre table d'événements aléatoires et de comment on interprète le résultat. Après avoir vu les 3 mécaniques principales de Mythic Game Master Emulator, on peut comprendre qu'il fait 2 choses principalement. Il répond à nos questions et il nous aide à interpréter les réponses, et il nous aide à déterminer les prochaines scènes de façon prévisible ou non. C'est tout. C'est vraiment juste un espèce de moteur qui aide à générer des scènes, des personnages et des événements imprévus. C'est un peu l'espèce de WD-40 qu'on va mettre dans les engrenages narratifs. En tout cas, c'est pas ma meilleure analogie, mais je pense que vous comprenez là où je m'en vais avec ça. C'est vraiment un outil narratif, donc on pourrait s'en servir même sans système de jeu. On pourrait écrire un roman avec Mythic Game Master Emulator. Par contre, comme vous l'avez remarqué, c'est quand même le joueur qui fait la majorité du travail. Mythic, c'est un outil qui vient aider à découvrir qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, c'est pas quelque chose qui nous donne toutes les réponses. Ça nous donne des petits indices, ça nous donne des mots-clés, des idées, un petit peu d'imprévisibilité par-ci par-là, et après ça, c'est au joueur ou au maître de jeu de se débrouiller avec ce qu'il vient de recevoir. Donc ceci conclut cette vidéo sur le Mythic Game Master Emulator. J'espère que ça a clarifié certaines choses, j'espère que ça vous a permis de comprendre comment l'utiliser. Comme vous voyez, les mécaniques de base sont pas très complexes, il y en a pas beaucoup. Une fois qu'on comprend ça, on est capable de s'en servir de façon assez correcte. Il y a des subtilités que j'ai pas touchées, que j'ai pas abordées dans cette vidéo, mais honnêtement, si vous avez cette base-là, vous pouvez utiliser le Mythic Game Master Emulator et vous allez être capable de comprendre comment je m'en sers quand la série de Cœur Écorce va débuter, ce qui devrait arriver très bientôt. Sur ce, on se revoit pour le début de cette série et je vous dis à la prochaine!